Bonjour à tous et bienvenue pour votre JT du week-end. Un JT un petit peu plus allégé que ce qu'on fait en semaine, c'est le Best of d'ici. Alors lundi, nous avons parlé tradition avec le pain bouilli de Villard-d'Arène. 5 siècles qu'on allume le four aux alentours du 15 novembre pour cuire les denrées de l'année. Un reportage sur place signé Olivier Melville. Alors que la nuit est tombée sur Villard-d'Arène, déjà légèrement enneigée, alors que le ruissellement de la fontaine sur la place principale occupe tout l'espace sonore, des personnes s'agitent un peu plus loin dans une maison de pierre. C'est le four communal. À l'intérieur, on perpétue une tradition séculaire. Ça risque de faire un gros choc. On mélange la farine avec de l'eau bouillante. Vous n'avez pas écouté, c'est ce que je vous ai dit. Ça, c'est pour faire les levains. Les levains, ils vont reposer jusqu'à demain en début d'après-midi. Après, on va pétrir la pâte. Ensuite, on la laissera lever jusqu'au moment de faire les pains, c'est-à-dire demain soir vers 8-9 heures. Attendez, regardez, là, ils vont battre la farine là, pour faire les levains, justement. C'est du pain que les gens faisaient, ils le faisaient une fois par an pour pratiquement l'année. Et là, c'est chez vous un peu, hein? Ah bah oui, c'est communal, c'est... C'est-à-dire les habitants venaient faire leur pain ici. Voilà. Et par souci d'économie de bois, les gens faisaient tout ça en même temps pour la fin. À tour de rôle, mais une fois que le four était chaud, pour pouvoir économiser le maximum de bois. Ça correspond à quoi ces numéros-là? Alors ces barres correspondent au nombre de seuils qu'on met dans les pétrins de l'autre côté. Nombre de seaux. La seuil, c'est l'unité de mesure, c'est le seau qui est là. Il fait à peu près 16 litres d'eau. Celui-là, il en fait 14, mais normalement une seuil fait 16 litres. On en met 4 dans les petits pétrins et 6 dans le grand pétrin. Voilà à quoi correspondent les petites barres, c'est pour pas se perdre en fait, pour savoir combien on en est, quoi. La tradition remonterait à 1843. Je parle bien au conditionnel parce que rien n'est sûr. Hein. En tout cas, elle se perpétue aujourd'hui, les gens viennent apparemment. Oui, et puis alors c'est 3-4 jours de fête. Vous savez, dans ces petits villages, il y a plein d'histoires de famille, mais ces jours-là, il n'y a aucun problème, ça réunit les familles, ça, voilà. Plus précisément, c'est une tradition qui remonte à 1428. On préparait le pain bouilli, pot bulli en patois. On vient de tout le département, mais aussi de France et de Navarre, pour pétrir la pâte que l'on a préparée. Donc on a fait les levains ce matin. On va mettre la farine avec le levain qu'on a mis ce matin et pour faire la pâte pour faire le pain bouilli. Voilà. Donc on mélange le reste de la farine avec le levain de ce matin. C'est-à-dire qu'on a mis en gros 350 kg de farine ce matin et on remélange les 150 kg qui manquent de farine ce soir pour faire le pain bouilli. Regarde les nouveaux pétrins. C'est la fierté, ça. Et puis l'état de la pâte, parce que ça, c'est du boulot. Avec de voir la couleur qu'elle a. Il vaut mieux essayer maintenant que tout à l'heure. L'autre qui parle, là, nom de Dieu, va parler là-bas, toi. L'homme que l'on entend râler, c'est Marcel, un habitant du village. Il est venu, le temps de pétrir. Mais les autres, ils ont déjà fini de pétrir là-bas, ils n'ont pas la farine. T'as fait un mauvais rêve? Mets-toi là-bas, mets-toi là-bas, je veux plus te voir.
au milieu. Vers-le-toi de là. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? T'as fait un mauvais rêve? Oh nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu, mais quand il faut travailler avec des artistes comme ça. Ouh là 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 là. Oh, ça bouge. Avec le point droit, simplement on plante le point, on plante le point, on plante le point, on plante le point. Un point après l'autre. Clac, 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 comme le cheval qui marche. Il faudra 7 heures de cuisson après pour obtenir ce fameux pain qui déchaîne chaque 3e week-end de novembre les Faranchins et les amoureux des traditions. Vraiment une belle tradition des Alpes du Sud. Mardi, tout autre sujet avec ce coup de gueule de Tonton, le gérant de la discothèque Le Final à Gap. Il n'a pas apprécié que son nom soit cité dans la presse. Il y a quelques jours, un jeune de Gap s'est battu avec la police. Il a expliqué dans son audition qu'il avait bu. Au final, c'est faux, rétorque Tonton. Écoutez-le. Il y a longtemps qu'il ne vient plus au final parce que justement il a été expulsé lui et toute sa bande parce qu'ils viennent là pour justement embêter les clients. À partir de là, quand je vois qu'il dit qu'il a bu 2 bouteilles à l'intérieur de la discothèque, c'est pas moi qui m'en occupe, moi je m'occupe que de la navette, mais il ne rentre plus, donc il n'a pas pu les boire. Avant, ce genre de personnage, je faisais recevoir par la police avec tous les honneurs qui étaient dus à leur rang. À partir de là, aujourd'hui, ils sont punis parce qu'ils sont assistés de partout, ils savent s'adresser à qui il faut, ils se payent les meilleurs avocats, j'ai vu ça dans le journal et compagnie. Donc à partir de là, je me demande comment ils font, quoi. Ils savent leurs droits, pas leurs devoirs, mais leurs droits, les droits, ils les savent. Donc à partir de là, je pense que c'est passez-moi l'expression, mais c'est des bâtons merdeux, on ne sait pas comment les prendre, quoi. Voilà. Le milieu de la nuit est relativement sain à Gap, ça se passe très bien, dans la mesure où on s'adresse aux bonnes personnes. Il y a un noyau de 20-30 jeunes à Gap qui empoisonnent la vie de toute la cité. La cité et des alentours, parce que quand ils ne vont pas à un endroit, ils se déplacent ailleurs et ainsi de suite. Voilà. Très en forme, Tonton. Passons à un autre sujet. C'était mercredi puisque le camp d'Émile s'est exposé au pôle universitaire de Gap. On y a parlé déportation, Seconde Guerre mondiale et donc camp d'Émile qui est installé du côté d'Aix-en-Provence. Reportage sur place, Timothée Girard. Au pôle universitaire de Gap s'est invitée aujourd'hui une exposition sur la déportation. Le camp d'Émile, principal camp de déportation de la région, a amené son exposition au Gapensé. Une exposition temporaire qui présente l'histoire de la collaboration française dans la région. L'originalité de ce site mémorial, c'est dans une dernière partie de présenter ce qu'on appelle le volet réflexif, qui est quelque chose qui met en perspective comment on a pu basculer sur de telles horreurs, sur ce qui s'est passé au niveau de la Deuxième Guerre mondiale et sur le génocide, la Shoah, comment on a pu basculer sur ce genre de choses, c'est-à-dire aussi bien en termes de société, donc les crises économiques ou les crises politiques, mais aussi au niveau de l'individu. Donc il y a une série d'analyses qui ont été produites par des philosophes, des sociologues, des psychologues. Cette exposition est importante pour la sensibilisation des esprits. C'est un message historique et humaniste. On est amené par la vocation de l'UTL sur le plan culturel et la diffusion de ce qu'elle fait à avoir des partenariats et notamment à diffuser ce genre d'exposition qui est lié quand même qui va au-delà d'un partage de la culture, mais qui va sur un partage de souvenirs, sur un partage d'idées, pas forcément de bonnes idées, et sur un partage de perspectives d'avenir, sans ce genre d'idées qui sont des idées malsaines, noires, et malheureusement qui ont teinté l'histoire. Une 50aine de panneaux explicatifs sont exposés dans le hall de cette IUT, à la vue des jeunes, mais aussi des moins jeunes. C'est important pour la sensibilité des jeunes actuellement. Noyés qu'ils sont par les réseaux sociaux, par Internet et tout ce que l'on connaît, il est bon de les mettre devant le fait de notre histoire. 70 ans, c'est rien, c'est hier. Voilà, donc la vigilance, ça va être le résultat de ce genre d'exposition. Jeudi, on a parlé intempéries puisqu'il a beaucoup neigé dans les Alpes du Sud, une bonne dizaine de centimètres à Gap. Alors on avait sorti les bonnets, les écharpes et surtout la patience. Adrien Citeau est allé à la rencontre des Gapensés.
Vous vous êtes réveillé avec la neige ce matin, vous étiez au courant? Absolument, bien sûr. Je me suis levée la nuit et j'ai vu que tout était blanc. Alors ça vous a embêté aujourd'hui? Non, aujourd'hui j'ai rien de spécial à faire, donc ça va. Je m'y attendais parce que j'ai un métier sur la route, donc j'ai été un peu sur Rhône-Alpes toute la semaine, je suis rentré hier soir et donc forcément je regarde la météo régulièrement et je savais que ça allait tomber, c'est pour ça que je suis resté à Gap aujourd'hui. Est-ce que vous l'attendiez aussi vite la neige? Non, pas du tout, c'est un petit peu imprévu. De la neige au 20 novembre, en général c'est plutôt fin décembre, début décembre les premières chutes. On vit en montagne, hein, donc c'est une ville de montagne, donc il faut s'y attendre. Non, ça ne me surprend pas, c'est comme ça. Vous avez une voiture? Oui. Vous en avez fait aujourd'hui? Je vais la sortir tout à l'heure pour aller faire quelques courses. Pour le travail, ça bloque tout. Mais bon, ça fait partie du jeu. On est dans une région où il est censé neiger chaque hiver, donc on s'y attend. Vous avez pas trop peur? Non, pas du tout. Je suis une grande aventurière, moi. Si j'ai envie de repartir dans l'hiver, j'aime la neige, mais quand je suis bien au chaud chez moi... Plutôt cool, les habitants de Gap. Hier, c'était l'événement puisque Lucas Savoie et Étienne Chiappino se sont confiés sur DC TV. Les deux rapaces de Gap ont été victimes d'un terrible accident de la route sur l'autoroute A51 il y a environ 2 mois. C'était début octobre. Alors, ils ont tenu à rassurer leurs fans. Ils seront bien présents l'année prochaine pour le début de la saison. Les meilleurs moments de cet entretien. Ça nous a beaucoup inquiétés, nous, les journalistes, mais pas seulement, parce que les journalistes sont fous. Les supporters des rapaces, j'imagine ta famille, bien sûr, et tout ce qu'il y a eu autour de ça. Alors la première question, elle est simple. Comment tu vas? Ça va mieux, ça va vraiment mieux aujourd'hui. Physiquement, moi, ça va très bien. Moralement, j'ai bien récupéré. Donc ça va bien, aujourd'hui, ça va bien. Qu'est-ce qui a été le plus dur à surmonter? La douleur physique ou au contraire la douleur morale, le fait de te dire voilà ce qui vient de nous arriver avec mon pote, ça a été quand même un truc de fou, très grave et très compliqué à gérer. Non, c'est vraiment la douleur morale parce que physiquement j'ai eu 2 égratignures de rien du tout, un bleu au visage, donc c'est vraiment le moral, voilà. Comment tu vas, Lucas? Je vais bien. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je me suis pas tout de suite soucié de mon cas. J'ai mis un peu de temps à émerger, à me rendre compte qu'il m'était vraiment arrivé quelque chose. Donc au final, j'ai pas vraiment eu le temps de m'inquiéter. Aujourd'hui, je suis pas encore rétabli, j'ai encore des choses qui doivent s'améliorer, mais ça va quand même un peu mieux. Qu'est-ce qui te reste à faire? Quelques interventions chirurgicales? Voilà, en fait, il me reste une opération à l'œil où j'ai mon orbite qui s'est cassée. Et donc début janvier, on va me remettre une orbite synthétique, donc, qui va me permettre de revoir correctement. D'accord. Là, tu as quelques problèmes de vision? Ouais. En fait, voilà, c'est que mon œil est plus au bon endroit, donc au final, je vois trouble quand j'ouvre les 2 yeux. Et donc, logiquement, l'opération devrait rétablir tout ça. Et l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur d'ici.fm. Le best-of de l'actualité d'ici est maintenant terminé. Excellente journée en notre compagnie.